Waouh, merci. Incroyable, quel endroit se retrouver ici après ces 2 années voilà, confiné chez soi. Donc moi c'est la première fois que je reviens au contact avec le public comme ça, depuis la crise qu'on a connue. Quelle audience d'ailleurs, incroyable de se retrouver avec autant de monde d'un coup. On avait perdu un petit peu l'habitude. Alors au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, je suis apnéiste de haut niveau, comme vous avez pu le voir sur ce petit film. Alors, on est plusieurs à venir nous exprimer ce soir sur notre relation aux éléments. Moi évidemment, je suis venu vous parler de ma relation à l'eau, à l'élément aquatique. Et quelque part, je suis content de commencer avec cet élément, parce qu'on a un petit peu tous commencé en réalité dans l'eau, comme ça pendant 9 mois, à baigner dans ce liquide, en apesanteur déjà, dans cette espèce de silence un peu relatif, au contact avec l'élément liquide. On ne se ventilait pas en plus, même si on était alimenté en oxygène d'une autre manière. Mais on avait une relation déjà, je dirais, particulière avec cette discipline presque. Alors moi j'ai poussé le bouchon un petit peu plus loin, j'ai poussé l'expérience un petit peu plus loin, comme vous avez pu le voir. Et souvent, la première question qu'on me pose, mais c'est comment ? Comment j'en suis arrivé à faire des records d'apnée en bassin et puis plus récemment sous glace, je vais vous expliquer. En fait, de manière assez banale, né à Nice, sur la Côte d'Azur, de parents méditerranéens, grandi à Paris, un pur produit parisien, un parigot, un vrai parigot. Et j'ai déménagé à Nice depuis, j'y suis revenu quand même. En tout cas, voilà, j'allais en vacances petit régulièrement sur la Grande Bleue. Et déjà à l'époque, je me sentais bien sous la surface. Il se passait quelque chose. Quand j'étais sous l'eau, je me sentais bien. J'ai pas eu une enfance très très facile, j'ai perdu ma mère très jeune, beaucoup de déménagements, brinque-ballets à droite à gauche, pas beaucoup de repères. Et en fait, sous la surface, justement en apesanteur, dans cette espèce de silence, au contact avec l'élément, la glisse, il se passait quelque chose, j'étais déjà dans cette espèce de petite parenthèse, coupée un petit peu comme ça de ce monde qui pouvait déjà à l'époque me paraître un petit peu agressif, un petit peu inquiétant. Alors, ça a commencé comme ça, ma relation avec l'élément. Alors, j'ai été évidemment très marqué par le Grand Bleu, c'est un peu cliché de dire ça. Gamin cinéphile, fan de Besson de l'époque. Mais il y avait quand même une histoire particulière qui me parlait là. Ce personnage de Mayol, incarné par Jean-Marc Barr, avec cette dimension poétique, cette dimension détachée un petit peu de la réalité, comme ça, un petit peu rêveur. Il y avait quelque chose qui me correspondait. Et tout ça est resté dans ma tête toute mon adolescence, sur ma construction de jeune adulte aussi, mes études à Paris. Et donc justement, plusieurs années plus tard, au sortir de mes études, j'ai fait des études d'ingénieur du son à Paris, parce que musicien, passionné par la musique. Donc j'ai fait ces études d'ingé son, mais j'étais dans une vie parisienne qui ne me convenait pas. J'étais pas bien, il manquait quelque chose. Par manque de confiance, par manque d'expérience, par manque de maturité à l'époque, j'ai pas lancé cette carrière musicale, et donc j'étais dans des petits boulots du quotidien, je faisais de l'alimentaire. J'étais pas bien dans mes pompes, dans cette ville agressive qu'est Paris en plus, très, très speed, très bruyante, très agressive, très compétitive. Et à l'époque, c'est par le sport que j'ai entrepris déjà de me sortir de ce quotidien. Alors j'ai été nager, attiré par l'eau, instinctivement. Je me suis retrouvé à nager comme un fou. Et là, très vite, un maître nageur est venu me voir et m'a dit « Mais dis donc, ce serait bien que tu te fasses suivre quand même par un coach, tu nages sérieusement, etc. » Voilà, donc je
Je suis rentré chez moi, je me suis renseigné, et en cherchant comme ça, je me suis dit, mais attends, j'adore l'apnée, cette discipline depuis tout gosse. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Est-ce que je suis le seul imbécile à m'intéresser à ce sport? Et j'ai fait Club d'apnée Paris sur Google. Donc, comme je vous disais, c'est très banal. Et là, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert que j'étais loin d'être le seul abruti à m'intéresser à ça, et qu'en réalité, on était des milliers, des dizaines de milliers à nous intéresser, à nous passionner pour ce sport, et que c'était en fait un sport en plein développement, en pleine explosion, en plein boom, hein, et qu'il n'y avait même plus une piscine à Paris qui n'avait pas son club d'apnée carrément. Donc comme vous l'avez compris d'ailleurs, j'ai commencé par de l'apnée en piscine. Hein, il y a plusieurs disciplines. Donc j'ai commencé par de l'apnée en piscine, et c'est là-dedans d'ailleurs que je me suis illustré. C'est surtout dans la distance, et non pas dans la profondeur, même si je pratique toutes les disciplines d'apnée. Donc j'ai compris en tout cas voilà, qu'il y avait un sport en pleine explosion, qu'aujourd'hui, même presque dans les magazines, dans Gala, dans Voici, on a un article sur la méditation, un article sur le yoga, et puis aujourd'hui on a un article sur l'apnée. Hein, c'est devenu cette espèce de discipline bien-être, tendance, très prisée par toute une catégorie de la population, notamment dans les grandes villes, comme ça en perpétuelle quête de pratique bien-être. Hein. Et d'ailleurs, ils y trouvent leur compte, donc ils restent avec nous, parce que dans l'apnée, on a un petit peu tout réuni. Hein. On a la natation, on a la méditation, on a la respiration, on a la concentration, on a le travail introspectif, etc. etc. Et donc, j'ai trouvé un club. J'ai trouvé un club en banlieue parisienne, Apnée Passion, porte bien son nom, qui est un des plus grands clubs français, je crois le plus grand club français. J'ai appelé, j'ai été faire ce qu'on appelle un baptême d'apnée. Je me suis retrouvé au milieu d'une centaine de personnes qui, comme moi, étaient passionnées par cette discipline. Et là, j'ai mis ma tête sous l'eau, à l'occasion de ce baptême, et j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert que cette discipline avait le potentiel de transformer justement mon quotidien de citadin mal dans mes pompes, en fait. La pesanteur, encore une fois, le silence, le contact avec l'élément, la sensation de glisse, le tout en bloquant sa ventilation, ce qui est très symbolique. Hein. Encore une fois, ça nous ramène à quelque chose d'assez placentaire, presque, je dirais. Hein. Là, on est vraiment dans le brut, dans je dirais le contact primaire avec l'élément, ce que ça nous fait, les facteurs circonstanciels de cette pratique, l'environnement de cette pratique. On est concrètement dans le contact avec l'élément. Alors en plus de ça, quand on met sa tête sous l'eau, le cerveau passe dans un mode différent. Hein. Le cerveau passe en mode apnée, en fait. Et ça, c'est instinctif, on ne le contrôle pas. Ça nous fascine notamment, par exemple, avec les bébés nageurs, souvent. Hein, quand on met un bébé sous l'eau, le bébé tout de suite arrête de respirer et passe en mode apnée. Le bébé, lui, n'a pas le recul nécessaire pour comprendre qu'on le plonge sous l'eau. Hein, il y a quelque chose de très archaïque, de très mécanique là-dedans. C'est un réflexe. Notre cerveau passe en mode apnée dès qu'on met la tête sous l'eau. Et pour nous, c'est pareil, hein, même à l'âge adulte. Hein. Donc, je me mets sous l'eau, les facteurs circonstanciels, mon cerveau qui passe en mode apnée. Et ce mode, en fait, est très particulier. On est centré sur ses sensations et sur l'instant présent. Hein, on n'est plus dans notre élément naturel, je dirais. On est dans l'eau, alors qu'on respire sur Terre. On est des terriens, bien sûr. Et donc, notre cerveau s'adapte automatiquement. On est purement et simplement dans le moment présent, centré sur ses sensations. Et donc ces facteurs circonstanciels de la pratique, le contact avec l'élément, la pesanteur, le silence, le cerveau qui passe dans un mode différent, en fait c'est une réelle parenthèse, c'est une réelle bulle presque sensorielle qui nous coupe un petit peu de ce monde extérieur qui peut nous paraître justement agressif, etc. Donc moi, tous les lundis soirs, en réalité, j'attendais cette séance d'apnée
hein, cet entraînement qui était un petit peu c'était un petit peu ma thérapie presque, quoi, je dirais. Hein, c'est en tout cas le ressenti que j'avais à l'époque. Alors ces facteurs circonstanciels sont fascinants, mais autre chose qui fascine, et qui fascine les médecins surtout, qui nous fascine nous autres apnéistes bien sûr, mais qui fascine les médecins, ce sont les adaptations physiologiques qu'on observe chez les apnéistes. Donc là, on n'est plus sur les facteurs circonstanciels, je vais vraiment parler du corps humain, de l'adaptation du corps humain à l'élément, qui est fascinant. Adaptation physiologique à court terme, adaptation physiologique à long terme. À court terme, les fameux réflexes d'immersion. Quand on se met sous la surface en apnée, notre corps s'adapte spontanément au milieu, s'adapte spontanément à l'élément aquatique. Ça va être une vasoconstriction périphérique d'abord, le sang va quitter les jambes et les bras pour refluer vers les organes nobles, cœur, cerveau, poumon, pour les alimenter en sang et en oxygène le plus longtemps et le mieux possible. D'accord ? Avec cette vasoconstriction périphérique, va se mettre en place une bradycardie. Le cœur va ralentir. La fameuse bradycardie subaquatique. Hein ? Mon cœur, quand je suis sur des apnées prolongées, notamment en eau froide, va descendre en dessous de 30 pulsations minutes jusqu'à 28, 27 pulsations minutes à peu près. Et c'est quelque chose d'inné, qu'on ne contrôle pas. C'est inscrit dans notre patrimoine génétique, et ça c'est fascinant, ça veut dire que, quelque part, on est un petit peu génétiquement paré, prêt, pour nous adapter à l'élément aquatique. Ce sont des réflexes ancrés en nous, dans notre patrimoine génétique, d'adaptation. Ces réflexes d'immersion existent chez tous les mammifères en plus, chez le cachalot, chez vous, chez moi, le chien, le chat, la souris. Tous les mammifères ont ces réflexes d'immersion. Mammals reflex, en anglais d'ailleurs. Alors chez le cachalot, un petit peu plus exacerbé que chez la souris, vous en conviendrez. Mais la souris l'a quand même. Et chez nous, ce qui est fascinant, c'est qu'on se rend compte quand on pratique l'apnée régulièrement, qu'on va venir réveiller et accentuer l'intensité de ces réflexes d'immersion. Alors ensuite, quand on descend en profondeur, en apnée, un troisième réflexe, je dirais, un petit peu plus spécifique à la profondeur, ce retour sanguin vers les organes nobles va se concentrer un petit peu plus sur les poumons, sur la paroi alvéolaire des poumons notamment, pour gonfler les poumons en réalité et venir combler l'espace résiduel des poumons quand on descend et que les poumons sont écrasés par la profondeur. Ce qui nous permet de descendre sans que nos poumons implosent en réalité. Tout ça pour dire que ces réflexes d'immersion, ancrés en nous, encore une fois, qu'on ne contrôle pas, sont là et nous permettent d'évoluer en apnée, d'aller loin en apnée, d'aller profondément en apnée ou de tenir longtemps en apnée. Nous sommes génétiquement préparés, nous avons tout ce qu'il faut pour nous adapter à cette discipline et pour nous adapter en réalité à l'élément aquatique. Alors sur le plan physique, dans une moindre mesure, on s'entretient quand même, on nage, voilà, donc on s'entretient musculairement, on assouplit notre sphère thoracique parce qu'on se ventile, on apprend à se ventiler. Donc on a aussi un impact, je dirais, physique, dans une moindre mesure, même si ce n'est pas le plus important. Et j'en viens à parler de ce qui, moi, me fascine le plus. Vous vous en doutez peut-être, ce sont les impacts psychiques de la pratique, je dirais même psycho-émotionnels presque, de ce sport-thérapie. La rétention de souffle nous impose une gymnastique mentale très particulière, dans laquelle on apprend à dompter et à dépasser un réflexe de survie primaire, très ancré, très archaïque, qui est l'envie de respirer. Cette gymnastique mentale,
unique. Je ne connais pas d'autres sports, d'autres disciplines où on apprend un tel exercice a énormément d'impact. En réalité, c'est un véritable entraînement mental, un véritable entraînement psychique. Très vite, on se rend compte, chez les pratiquants, après quelques séances, et même pas à haut niveau, à un niveau loisir, on se rend compte des impacts de cette gymnastique mentale sur la gestion du stress, la capacité à gérer les défis du quotidien, l'adversité, la capacité de résilience, donc à faire face et à se remettre, à s'adapter aux difficultés du quotidien, la conscience de soi, de ses capacités, la confiance en soi, bien sûr. Quand on prend conscience de ses capacités, on prend confiance aussi à soi. Quand on entraîne son cerveau à un effort pareil, en fait, on prend aussi confiance, bien sûr. Et donc là, on est vraiment dans le cœur atomique, je dirais, de ce sport bien-être, de ce sport thérapie. C'est vraiment centré autour de l'adaptation au milieu et de cette gymnastique mentale à travers laquelle on se soumet complètement à l'élément. Et on se retrouve en symbiose complète avec cet élément. C'est vraiment pousser le plus loin possible l'adaptation à l'eau, la promiscuité à l'eau et la fusion presque, je dirais, avec l'eau. On se soumet à l'élément, on fusionne avec l'élément. Et d'ailleurs, l'apnée, c'est magnifique. On est dans l'eau, on évolue dans l'eau, dans le silence. C'est pas comme si on était là avec les bouteilles et tout, l'attirail, etc. Il y a vraiment une symbiose concrète avec l'élément. D'ailleurs, la faune sous-marine nous accepte beaucoup plus que les plongeurs en bouteille. On est silencieux, on est agile, on est mobile, on ne fait pas de bruit. Donc presque on est même d'égal à égal, je dirais, avec les mammifères marins et presque avec les poissons. Alors, ces impacts psychiques, l'impact de cette discipline sur le pratiquant au niveau psychique, j'en suis le meilleur exemple. Je suis venu de cette vie urbaine, citadine, mal dans ma peau, concrètement, à celui de... J'en suis arrivé à cette condition d'entrepreneur presque, de champion d'apnée accompli et complètement réalisé. Et c'est uniquement grâce à cet engagement, à cette entreprise, en fait, de sortir de sa zone de confort dans un effort bien particulier. Alors, en fait, le maître mot de tout ça, c'est vraiment la sortie de la zone de confort. C'est du dépassement de soi à l'état pur, cette discipline. Alors, c'est important d'apprendre à se dépasser, à sortir de sa zone de confort. C'est important aussi d'apprendre à se divertir. Quand on fait toujours le même footing, au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Quand on gravit toujours la même montagne, pareil, au bout d'un moment, on en a marre. Donc l'important est de savoir prendre un chemin différent au bon moment. Moi, c'était en 2016, à l'apogée de ma carrière d'apnéiste en bassin, justement en distance. J'avais atteint le record du monde de 300 mètres avec ma monopalme en bassin, qui était le record du monde que tout le monde attendait depuis longtemps. Et donc j'étais à cet apogée, et il a fallu que je me renouvelle, que je trouve quelque chose pour me renouveler. La profondeur, pourquoi pas? J'aime la profondeur, je pratique la profondeur, mais atteindre les records en profondeur va me demander plusieurs années d'adaptation. L'adaptation pour aller en profondeur est beaucoup plus longue qu'en bassin, notamment parce qu'il faut s'adapter à la compression. Et donc je me suis dit, voilà, quoi faire? Toujours dans mon contact avec l'eau, qu'est-ce que je pourrais faire dans cette relation avec l'élément aquatique? Et j'ai découvert qu'il y avait des mecs, là-haut dans les pays du Nord, des Vikings, qui tentaient des records d'apnée en eau gelée, sous glace. Et je me suis dit, pourquoi un Méditerranéen comme moi essaierait pas de s'adapter à ce genre de challenge? Et comme ça, je suis sorti des bassins, et avec mon camarade de l'époque, Alex Voyer,
mon pote Alex, qui est mon photographe, qui fait partie de toutes mes aventures autour du monde, je dirais. On a commencé à se mettre dans l'eau froide ensemble. Alors lui, il avait déjà une grosse expérience de l'eau froide, donc c'est lui qui m'a amené à ça. Et j'ai commencé comme ça à me plonger dans l'eau froide, à m'acclimater au froid. Alors ça a commencé, tenez-vous bien, dans le canal Saint-Martin à Paris, parce que je vivais à Paris encore à l'époque et j'avais pas d'autre endroit pour me mettre dans l'eau froide. Mais en fait, il y a beaucoup de monde qui fait ça. Il y a un petit collectif parisien qui se baignent régulièrement toute l'année dans le canal de l'Ourcq et dans le canal Saint-Martin, qui sont propres, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et donc j'ai commencé à adapter mon corps à quelque chose de nouveau, à l'eau froide. Et j'ai découvert les bienfaits de l'eau froide qui s'ajoutent aux bienfaits de l'apnée, bien sûr, toujours dans mon contact avec l'élément, dans ma relation avec l'élément. Donc l'eau froide, ça va être système cardiovasculaire, système immunitaire, surtout par les temps qui courent, intéressant, douleurs chroniques, tout ce qui est inflammatoire, qualité du sommeil, perte de poids, même au niveau, je dirais, hormonal, tout ce qui est dépression, anxiété. Voilà. Les bains en eau glacée sont pleins de surprises, je dirais. Et donc en 2017, je me suis lancé dans un premier record du monde d'apnée sous glace, avec ma grosse combinaison à l'époque et ma monopalme. Et aujourd'hui, encore, je suis dans un projet de double tentative de record du monde d'apnée sous glace, donc toujours en distance, sous la glace. En mars dernier, avec ma petite combinaison de 2 mm, à la brasse, donc sans ma palme cette fois, j'ai nagé 120 mètres, j'ai posé ma marque à 120 mètres, donc record battu, nouveau record. Et en mars prochain, je partirai au Canada pour le même type de record, mais cette fois-ci sans combinaison, en slip, sous la glace. 50 cm de glace, c'est pas, donc je ne peux pas casser pour sortir. Dans une eau entre 0 et 2 degrés, toujours à la brasse, donc objectif 105 mètres. Voilà, donc c'est une apnée qui représente à peu près 3 minutes. Et donc là, je suis dans une nouvelle adaptation. Je vais devoir porter mon degré d'acclimatation au froid encore plus haut. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. En réalité, l'important, c'est de réussir à se diversifier, de sortir de sa zone de confort, certes, mais de réussir à se diversifier aussi dans cette démarche. Alors, facile à dire, me direz-vous, pour un champion d'apnée qui nage sous la glace, mais en fait, je n'ai pas commencé tout de suite. Voilà, il faut savoir commencer petit, il faut savoir commencer modeste. Moi, j'ai fait un baptême, puis j'ai commencé à apprendre l'apnée, puis j'ai fait une compétition, et de fil en aiguille, j'en suis arrivé aujourd'hui à faire des records d'apnée en eau gelée. Mais on ne s'attaque pas tout de suite à l'Everest, d'accord ? On ne s'attaque pas tout de suite à un marathon. On ne devient pas PDG du jour au lendemain. Il faut apprendre à commencer petit. Et ça dans tous les domaines. Moi, je l'ai fait à travers l'eau froide, enfin d'abord l'apnée, puis l'eau froide. Aujourd'hui, je le fais en proposant des projets à mes partenaires, des projets de communication. Je le fais à travers une série documentaire que je suis en train de lancer. Je le fais à travers des workshops aussi, apnée dans une moindre mesure. Je le fais en m'exprimant, par exemple, ce soir devant vous, en partageant mes idées. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de se diversifier. Et ça peut être dans n'importe quel domaine. Donc ça peut être professionnel, ça peut être d'aller voir justement son patron pour lancer un projet peut-être, ça peut être d'aller voir son banquier pour débloquer un budget, ça peut être de chausser ses running pour commencer un premier footing, ça peut être d'aller parler à un membre de sa famille, ça peut même être, pourquoi pas, d'oser parler à cette jolie blonde ou cette jolie brune à la machine à café à la pause. Et en réalité, peu importe que l'objectif soit atteint, vous vous en doutez, peu importe à la rigueur qu'elle dise oui ou non, d'échec en échec jusqu'à la victoire, je crois, disait Churchill. Ainsi, l'important, le principal étant évidemment le chemin parcouru pour tenter d'arriver là. La multiplication des chemins dans lesquels on s'engage pour tenter d'atteindre ces objectifs. D'accord ? Et c'est cette multiplication d'expériences qui forgera votre
personnage d'entrepreneur. En plus, je m'adresse à des entrepreneurs pour la plupart d'entre vous, donc vous comprenez très très bien ce que je dis. Hein, le maître mot, c'est justement se diversifier, sortir de sa zone de confort le plus régulièrement possible et entreprendre avec passion. Si vous entreprenez avec passion, ces objectifs finiront par être atteints parce que vous conditionnez votre corps et votre esprit dans cet exercice. D'accord ? Alors, je ne voulais pas vous laisser comme ça, sans un petit exercice pratique quand même. Je vais prêcher pour ma paroisse, bien sûr, ça va être un conseil sur la respiration, mais je crois que tout à l'heure, on va parler aussi respiration ici, avec l'élément air. D'ailleurs, mon élément aquatique n'est pas si éloigné de l'élément air. Hein. On respire énormément, nous autres apnéistes. On apprend à respirer, c'est le cœur de notre métier d'ailleurs. Petit exercice tout simple, avant ces événements stressants, justement, que j'ai listés là, pour lesquels vous pouvez vous engager. Prenez 5 minutes, posez-vous et respirez un petit peu. Mais qu'est-ce que ça veut dire respirer? Pas n'importe comment. La plupart du temps, on respire, on se ventile avec la sphère supérieure de ses poumons. D'accord ? Le haut de la sphère thoracique. L'idée, ça va être d'essayer au contraire d'activer ce qu'on appelle la ventilation ventrale. Donc, je descends mon diaphragme et... Vous voyez, ma main en haut n'a presque pas bougé, le haut de mon thorax ne bouge pas. Et je mets beaucoup plus d'air en bas, parce que les poumons sont en forme de triangle, évidemment, donc on met beaucoup plus d'air en bas. Ce diaphragme, cette ventilation diaphragmatique, elle n'est pas anodine. Hein. Ce diaphragme qui marque la séparation, qui est un muscle en forme de parapluie un peu, qui marque la séparation entre le thorax et l'abdomen, ce diaphragme, il y a plein de choses qui passent au milieu, notamment le nerf vague. Le nerf vague, pour vous la faire courte, est entre autres responsable de la régulation de l'activité cardiaque, système nerveux parasympathique. Quand on fait descendre et monter ce diaphragme, quand on pratique la ventilation ventrale, en réalité, le diaphragme va venir stimuler le nerf vague qui passe au milieu. Il va venir le masser, en quelque sorte. Et quand on stimule ce nerf vague, on stimule le système nerveux parasympathique, le rythme cardiaque chute. Donc il n'y a rien de mystique là-dedans, il n'y a rien d'ésotérique, il n'y a rien de magique dans la ventilation ventrale. En réalité, c'est une simple relation de cause à effet. Je stimule le nerf vague, le cœur ralentit. Et tout de suite, le niveau de stress descend. Et ça chez tout le monde. Hein. Quelqu'un qui dit « Ah, bah, ça ne marche pas » et tout. Non, non, non. Ça marche chez tout le monde. Si on stimule le nerf vague, le cœur ralentit. D'accord ? Alors prenez 5 minutes, je disais, avant ces événements stressants. Asseyez-vous sur une chaise. Et pendant 5 minutes, en sortant bien le ventre, on va faire inspiration égale expiration égale 5 secondes. Vous ferez ça pendant 5 minutes et vous verrez que votre niveau de stress va drastiquement changer. C'est le b.a.-ba de ce qu'on apprend en apnée. Hein. C'est un exercice de cohérence cardiaque, on appelle ça comme ça, justement parce que ça remet tout de niveau au niveau cardiaque. C'est vraiment le b.a.-ba. Aussi de certaines techniques de relaxation, même de méditation. Voilà, c'est un exercice de base, mais qui fait déjà son effet. J'espère que tout ça a attisé votre curiosité. Justement, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans les exercices et comprendre les pouvoirs incroyables de la ventilation et de l'apnée, je vous invite à vous rapprocher d'un club. Il y a des clubs partout. J'étais pas plus tard qu'hier à Angers, où j'ai fait un workshop apnée à Angers. Donc voilà, il y a des clubs partout, il y en a sûrement près de chez vous. On n'est pas obligé d'être sportif de haut niveau pour pratiquer l'apnée, hein, c'est accessible à tous.
On peut même être fumeur, non-fumeur, vieux, jeune, homme, femme, en surpoids, pas sportif, peu importe. En réalité, ce sport est accessible et les bienfaits qu'on en retire sont, je veux dire, tout le monde les ressent et peuvent faire du bien à tout le monde. Hein. Vieux, jeune, fumeur, non-fumeur, voilà. Donc il y a toujours plein d'idées reçues par rapport à cette discipline qui en fait sont des idées reçues. Donc surtout, n'hésitez pas. Je vous ai parlé de mon élément, de l'eau. On est plusieurs ce soir à enchaîner les interventions. Il y a autre chose, moi, qui me fascine, c'est le feu, l'alter ego de l'eau, sa symétrie parfaite, je dirais presque. Aujourd'hui, c'est Jacques-Marie qui est venu vous parler de cet élément. Donc Jacques-Marie, je te passe le flambeau. Et vous, messieurs, dames, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que tout cela vous a inspiré. Merci beaucoup.